les lieux de privation de liberté. Alors c'est une périphrase pour parler notamment des prisons, des centres éducatifs fermés, de certains établissements de santé, des locaux de garde à vue aussi, encore des fameux centres de rétention administrative des étrangers, on va en parler. La justice est un milieu que vous connaissez bien, hein, puisque vous avez été juge d'application des peines, vous avez été juge des enfants, présidente du syndicat de la magistrature, vous avez conseillé aussi Lionel Jospin et Martine Aubry, ensuite vous avez été députée européenne et maire de Reims, et donc vous êtes depuis 2014 la contrôleur générale de ces lieux de privation de liberté. Alors quel est votre rôle, je dirais la mission de l'institution que vous dirigez? Alors le contrôle général des lieux de privation de liberté, c'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne dépend d'aucun pouvoir politique, c'est très important, et elle a pour mission, cette autorité indépendante, de contrôler que les droits fondamentaux de toutes les personnes qui sont enfermées, en fait, à un moment donné, par une décision de l'autorité publique, que ce soit pour 1 heure, par exemple, en garde à vue dans un commissariat ou dans une prison pour 30 ans, en passant par les centres de rétention administrative pour les étrangers en voie d'expulsion, ou bien les personnes qui sont hospitalisées sans leur consentement, ce qu'on appelait autrefois les hospitalisations d'office. Ou par exemple aussi dans les urgences psychiatriques. Dans les urgences psychiatriques, absolument. C'est donc de contrôler que les droits fondamentaux de ces personnes sont respectés. Et vous avez par exemple le droit d'aller sur place, vous pouvez faire des visites. Plus que le droit, c'est le devoir d'aller sur place, absolument. Et nous effectuons 150 visites d'établissements par an. Mes équipes et moi-même sont pendant 15 jours par mois dans des lieux de privation de liberté toute l'année, en immersion totale en fait dans les établissements, avec aucune possibilité de nous empêcher de voir comment fonctionne l'établissement. Alors parlons d'abord des prisons. Hein. Il y a eu une information qui nous est parvenue hier. C'est un record, si on peut dire, 70 633 détenus dans les prisons françaises. Donc on peut dire clairement, Adeline Hazan, des prisons surpeuplées en France. C'est vraiment le mal français. C'est un mal dont aucun gouvernement n'a réussi à se dépêtrer, si je puis dire. On est à plus de 70 000, donc comme vous venez de le dire, détenus pour environ 60 000 places. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 détenus en trop, si je puis dire. Et dans certaines régions, c'est beaucoup plus grave. Bien sûr, et notamment, alors déjà, dans les maisons d'arrêt, c'est très important. C'est en moyenne 140% d'occupation. Et dans beaucoup, par exemple, dans toutes les maisons d'arrêt d'Île-de-France, c'est 200%. Outre-mer, c'est presque 210%. Alors les maisons d'arrêt, ce sont soit des prévenus qui n'ont pas encore été jugés, soit des personnes qui ont moins de 2 ans à effectuer. Ça représente près de 70% des détenus, en fait. Donc c'est énorme comme population. Et donc ce sont les gens qui ne sont pas jugés, qui sont les moins bien traités. Ce sont des gens qui sont soit présumés innocents quand ils sont en détention provisoire, soit condamnés à plutôt des courtes peines quand ils sont à moins de 2 ans. Donc ce sont des gens, au contraire, qui devraient pouvoir effectuer une peine dans des conditions normales, dignes, et ce sont ceux qui l'effectuent dans les conditions les plus difficiles. Il faut bien vraiment se mettre en tête qu'ils sont, la plupart du temps, 3 personnes dans une cellule de 9 mètres carrés, donc très souvent un matelas au sol, et donc aucune intimité, des toilettes presque ouvertes sur la cellule. On est allé à Fresnes il y a 1 an, des rats, des punaises de lit, des maladies qui se transmettent de la sorte. Vraiment des conditions absolument indignes. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné plusieurs fois la France pour l'indignité. Notamment à Fresnes. Voilà, notamment à Fresnes, notamment pour l'indignité de ces conditions de détention. Elle ne l'a encore jamais condamné pour la surpopulation, mais à mon avis, ça ne va pas tarder, car c'est une situation qui est absolument inacceptable au regard des droits de l'homme. Et ces condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme ne changent rien? Malheureusement, elles n'ont pas encore changé grand-chose. Il y a quand même des choses qui ont changé. Par exemple, quand des juridictions, comme par exemple le Conseil d'État, ordonnent un certain nombre de choses aux établissements, comme ça a été le cas pour les Baumettes il y a quelques années, alors des modifications, des améliorations se font. Les Baumettes, je précise pour ceux qui nous regardent aux 4 coins du monde, que c'est près de Marseille. Absolument. Voilà, mais aucun mouvement structurel de déflation carcérale. Et c'est cela que moi je demande depuis plusieurs années. Alors des prisons vétustes aussi, un lieu, vous venez d'y faire allusion, souvent vétustes, même s'il y a eu des nouvelles prisons qui ont été construites, un manque de personnel aussi, c'est absolument, aussi absolument. Par exemple, pour vous donner une idée, à Fresnes comme à Nanterre, il y a un surveillant
dans une coursive de 100 détenus. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, il ouvre et il ferme les portes et c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez constaté aussi, Adeline Hazan, dans certaines prisons françaises, au cours de vos visites, par exemple, des traitements inhumains dans les prisons françaises? Alors, moi, je vais vous dire, le fait même d'être dans ces conditions, c'est considéré, justement, par la Cour européenne des droits de l'homme comme un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3, justement, de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, le simple fait de vivre avec cette surpopulation carcérale dans des cellules vétustes, sans hygiène, est un traitement inhumain ou dégradant. Alors, parlons de ces centres de rétention administrative. Il y a un projet de loi sur l'asile et l'immigration qui est en débat en ce moment en France. Est-ce que vous redoutez, on va voir un reportage tout à l'heure près de Roissy, mais est-ce que vous redoutez que certaines dispositions de cette future loi augmentent encore le nombre de personnes en rétention, y compris des enfants d'ailleurs? Bien sûr, je suis très inquiète et je suis très inquiète de voir que le projet du gouvernement a déjà été voté avec quasiment peu d'amélioration à l'Assemblée nationale. Il a été voté en première lecture. Il a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale et il va passer dans quelques jours en commission des lois du Sénat pour un débat avant l'été. En ce qui nous concerne, nous qui regardons l'enfermement, la plus grave disposition de ce projet, c'est qu'il va doubler la possibilité de la durée de rétention des personnes, c'est-à-dire qu'actuellement c'est de 45 jours maximum, il le fait passer à 90 jours. Or, moi j'ai alerté, et pas seulement moi d'ailleurs, beaucoup d'autres, nous avons alerté le gouvernement sur le fait que ça se passe déjà là aussi dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes, qu'en plus ça ne sert à rien de prolonger au-delà de 15 ou 20 jours une rétention administrative. Pourquoi? Je vous explique. Parce que justement, quand quelqu'un n'a pas pu être reconduit dans son pays au bout du, disons, 12 ou 15 jours maximum, c'est parce que le pays d'origine refuse de le reconnaître comme son ressortissant. Donc il ne servira à rien de prolonger, il ne servait déjà à rien de prolonger jusqu'à 45 jours. Il ne servira à rien de prolonger jusqu'à 90 jours, si ce n'est à faire vivre des gens dans des situations, là aussi, qui ne sont pas conformes aux droits fondamentaux. Est-ce que vous avez une idée du nombre de gens qui sont aujourd'hui dans des CRA, dans ces centres de rétention administrative? Non, je ne peux pas vous dire le nombre, mais ça a augmenté beaucoup à cause d'instructions du gouvernement et des préfectures. Plusieurs milliers, j'imagine. Oui, absolument. Ouais. Et ce qui m'inquiète également beaucoup, c'est que le gouvernement n'a pas profité, comme on lui demandait, de ce projet de loi pour interdire la rétention d'enfants. Et quand je parle d'enfants, il s'agit souvent de bébés ou d'enfants en très très bas âge. Donc, alors, cette rétention des enfants et des bébés, ce sera toujours possible? Ce sera toujours possible, alors avec leurs parents quand même, mais ce que nous proposons, c'est que dès lors qu'il y a des enfants, et notamment des enfants en bas âge, il n'y ait pas de placement en centre de rétention, mais seulement une assignation à résidence, c'est-à-dire que les gens restent chez eux jusqu'à leur départ dans leur pays d'origine. Et le gouvernement ne nous a pas écoutés là-dessus et n'a rien bougé sur les enfants en centre de rétention, ce qui est une catastrophe. Alors je propose de voir un reportage qui a été tourné en février dernier, il faut le préciser, dans le centre de détention administrative. C'est celui qui est situé juste à côté de l'aéroport de Roissy. On regarde. Un bâtiment aux allures de prison. Ces hommes y sont retenus parce qu'ils n'ont pas de papiers en règle, pas d'autorisation de séjourner en France. Un centre de rétention administrative tout proche de l'aéroport de Roissy. Il est visité aujourd'hui par ces deux députés. Elle est à La République En Marche, il est communiste. Première étape, les sanitaires. C'est assez sale et ça sent pas bon. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet endroit? La même chose, c'est pas propre, ça sent pas bon. Il y a eu beaucoup de choses de bricolées. La responsable du centre est un officier de police. Pas facile d'accepter ces critiques. Ça vous choque que ces députés soient choqués? Moi, oui, ça me choque un peu d'entendre tout ça finalement, parce qu'on met beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et d'argent, en fait, l'argent de tout le monde, à la rénovation, à l'entretien. Et comme le temps de passage est très court, en fait, en moyenne ici, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de respect des locaux, en fait. Des chambres aux murs maculés de saleté. Cet Angolais est ici depuis 4 jours. Il s'attend à une expulsion par avion à tout moment. C'est pas propre, c'est dégueulasse. On dort pas bien ici, la manger est dégueulasse, le douche et tout ça, ça va pas. Et j'espère qu'ils trouvent une solution pour nous.
Aujourd'hui, 40% des personnes retenues dans ces centres finissent par être réellement expulsées. Pour augmenter le nombre de ces reconduites, le gouvernement envisage désormais de doubler le temps légal de rétention, 90 jours au lieu de 45. Cette députée, pourtant en marche, a quelques réticences. Il faut, si jamais nous estimons que la durée de rétention doit être allongée parce qu'elle a un vrai caractère d'opérationnalité, il va falloir que l'on pense à aménager ces centres en conséquence. Donc ces centres, ça s'inscrit justement dans cette loi dont on parlait. J'imagine que vous approuvez ce que vous venez d'entendre. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, tout est vrai. Ce que dit la responsable de police est vrai. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup d'énergie de la part de ces policiers qui surveillent les étrangers en voie d'expulsion. Mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une autre politique de retour. Ouais. Alors il y a aussi beaucoup de lois antiterroristes qui ont été adoptées ces dernières années en France, avec des moyens notamment de surveillance renforcés. Et vous dites, attention danger, l'exécutif a toujours plus de pouvoir au détriment de la justice, au détriment du juge. Oui, c'est ça qui est tout à fait regrettable. Et d'ailleurs, je l'avais signalé, moi et d'autres d'ailleurs, au moment de l'état d'urgence, où on voyait bien que, mais c'était un régime exceptionnel, que sous l'état d'urgence, beaucoup plus de prérogatives étaient données à l'administratif, au pouvoir politique, et beaucoup moins au judiciaire. Et finalement, ce qu'on craignait s'est réalisé, c'est-à-dire que ces dispositions qui étaient celles de l'état d'urgence, eh bien, on les a retrouvées quelques mois après dans le droit commun. Ouais. Et c'est malheureusement souvent un mouvement qui existe et que nous regrettons. Le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, a annoncé la création d'abord de 15 000, puis de 7 000, maintenant de 15 000, je pense, places de prison. Est-ce que ça vous semble un chiffre réaliste, crédible ? Ça me semble surtout pas nécessaire et même nuisible. Pourquoi ? Parce que construire, l'histoire l'a prouvé, construire sans arrêt des places de prison aboutit à une seule chose, c'est à les remplir. Il y a 30 ans, il y avait moitié moins de places de prison et on en a donc doublé le nombre de places et il n'y a jamais eu une surpopulation carcérale aussi importante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on en construit, plus elles sont remplies. Alors que ce qu'il faudrait faire au contraire, c'est développer de façon très significative ce qu'on appelle les alternatives à l'incarcération, c'est-à-dire les sursis mis à l'épreuve, le travail d'intérêt général, le bracelet électronique, l'assignation à résidence, de façon à ce qu'il n'y ait que dans les cas les plus graves, ce que la loi d'ailleurs dit, qu'on recourt à la prison. Et malheureusement, ça n'est pas le cas actuellement. Merci Adeline Hazan d'être venue faire cet état des lieux de la situation des prisons en France, des lieux de privation de liberté, comme on dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, la